Les musées d'histoire collectionnent et exposent des artefacts parce que ceux-ci sont des signes d'humanité, des témoins de groupes humains. Comme écrit le philosophe Merleau-Ponty, chacun de ces objets porte en creux la marque de l'action humaine à laquelle il sert. Chacun émet une atmosphère d'humanité qui peut être très peu déterminée, ou au contraire très déterminée si je visite de fond en comble d'une maison récemment évacuée. Dans l'objet culturel, j'éprouve la présence prochaine d'autrui sous un voile d'anonymat. Fin de la citation. Porter en creux marque bien une certaine absence. L'exemple d'une maison récemment évacuée est très parlant pour la muséologie. C'est précisément l'impression que plusieurs maisons historiques et périodromes veulent transmettre aux visiteurs. L'idée que certains occupants viennent tout juste de s'absenter. La pièce vide manifeste leur absence, tout en rappelant leur habituelle présence en ces lieux. Ce vide incite le visiteur à un certain imaginaire des corps. Imaginaire que l'on incarne quelquefois muséographiquement en ajoutant des dispositifs de figuration qui dotent le lieu scénique de représentations d'humains, voire de personnes vivantes. Artefacts et lieux exposés constituent bien un premier mode de présence des humains en muséologie de l'histoire, une modalité de présence discrète et allusive. Il y en a bien d'autres et j'y reviendrai. Quand on regarde l'évolution des muséographies d'histoire, deux dispositifs principaux dominent. La mise en vitrine d'artefacts et l'accrochage de portraits et de peintures d'histoire. Un bon exemple est la salle d'histoire américaine au Smithsonian vers 1910. La représentation humaine ici est minime, assurée par des bustes en vitrine de personnages derrière lesquels sont réunis des objets de leur époque qui les concernent. Un autre exemple serait les salles du Château Ramsay à Montréal. Là aussi, mise en vitrine et accrochage de portraits. C'est à partir du début du 20e siècle que ces séries d'objets en vitrine et de tableaux accrochés en viennent à être questionnés par des conservateurs réformateurs. Par exemple, Paul Rea, président de l'American Association of Museums, écrit en 1932 dans son ouvrage The Museum and the Community que les musées accomplissent maintenant, et je cite, a new function of interpreting their subjects and collections and of arousing and developing interest. In short, they became educational institutions because their public was, as a whole, no longer already educated in their particular field. Fin de la citation. La conception de la mise en exposition s'en trouve alors modifiée. Mon hypothèse générale est que les musées d'histoire et d'ethnologie, quand ils ont voulu devenir plus éducatifs au début du 20e siècle, se sont inspirés grandement de la culture visuelle ambiante et des pratiques muséographiques qui avaient déjà cours dans les expositions à caractère plus populaire. C'est dans ce contexte que se pose pour eux la question de la représentation d'humains dans des expositions d'histoire plus légitimes. 4 facteurs ont contribué au tournant qui a transformé les pratiques des musées d'histoire. Je les nomme ici rapidement. D'abord, les formes populaires d'exposition mises de l'avant par les promoteurs commerciaux. Deuxièmement, le mouvement de préservation des maisons historiques, in situ, le Historic House Museum Movement. Troisièmement, les environnements habités des expositions universelles et le premier musée en plein air d'Azélius, ouvert en 1891. Et enfin,
je dirais un mot, de la nouvelle culture visuelle commerciale, le design des vitrines ou le visual merchandising qui émerge aussi au début du 20e siècle. Premier facteur, c'est celui donc des promoteurs qui ont su, dès la première moitié du 19e siècle, créer des muséographies attractives et populaires auprès du grand public. Pensons par exemple aux personnages en cire qui circulaient dans les foires en misant souvent sur le sensationnel et le macabre. Curtius, par exemple, qui ouvre à Paris en 1782. Madame Grévin, qui ouvre à Londres en 1835, son site permanent. Grévin, qui se fait fonder à Paris en 82, et toutes sortes de musées sur cette lancée qui ouvrent à Londres, à Vienne, à Paris, à Copenhague, et même à Montréal, qui n'est pas très en retard en la matière. Un autre promoteur, William Bullock, le londonien, expérimente dans son Egyptian Hall de nouveaux dispositifs d'exposition. William Bullock was not only a successful entrepreneur, showman, collector, and explorer, he also developed the craft of taxidermy and achieved new heights in realism in his displays. Je montre ici l'exposition sur la Laponie, avec présence de lapons vivants et de rennes. Et 2 ans plus tard, son exposition, cette fois sur le Modern Mexico, où là aussi, un Mexicain est sur place pour donner des explications aux visiteurs. Bullock montre des artefacts à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler une macro-physiographie qui prend en charge tout l'espace expositionnel en installant en arrière-fond un panorama paysager. Les artefacts s'intègrent ainsi dans un ensemble. The astonished visitor is, in an instant, transported from the crowded streets of the metropolis to the center of a tropical forest, not un observateur. La muséographie de Bullock combine donc grands paysages panoramiques d'arrière-plan, animaux et êtres humains vivants, figures en cire et artefacts ethnologiques et spécimens naturels, bref, des objets authentiques et des scénographies topo-analogiques qui installent un ailleurs immersif. Comparant les pratiques de ce muséographe Bullock à celles, par exemple, du British Museum de son époque, la muséologue Susan Pearce affirme « It was Bullock who was by far the most innovative in display, visual imagery and cultural expositions. » Il réussit à présenter a genuinely serious and educational demonstration of a particular way of life. Fin de la citation. Un autre exemple du milieu du 19e siècle serait les Chinese Museums, ceux de Dunn à Philadelphie et à Londres, ceux ensuite de Peters et de d'autres à Boston, Philadelphie et New York. On trouve dans ces expositions des life groups, par exemple une soixantaine de sculptures de Chinois grandeur nature, all of them portraits of individuals, there to be seen dressed in appropriate costumes. Ces groupes semblent engagés dans leurs activités quotidiennes et sont entourés d'objets pertinents. Leur aspect étant very striking and lifelike, selon un visiteur. De véritables Chinois sont aussi sur place pour renseigner les visiteurs et jouer de la musique. Tout cela constitue une expérience inédite pour les visiteurs. Le catalogue affirme « Without leaving our city, we may be transported by entering the museum into a Chinese city. » Fin de la citation. Un dernier exemple de ces promoteurs innovateurs serait George Catlin et ses expositions de peuples amérindiens qui ont circulé aux États-Unis et en Europe. Je montre ici quelques images et on voit encore que Catlin, peintre, collectionneur, qui s'intéresse donc aux Premières Nations, présente lui aussi des expositions avec des personnages vivants qui donnent des démonstrations, même par exemple devant le roi Louis-Philippe dans le Salon des Tuileries.
Deuxième facteur qui influence les expositions dans les musées d'histoire, le mouvement en faveur de la conservation des maisons historiques in situ. Je montre aussi ce qui passe pour être le premier exemple d'une maison préservée aux États-Unis quand l'État de New York achète en 1850 le quartier général de Washington à Newburgh. Et quelques années plus tard, le Mount Vernon Ladies Association achètera Mount Vernon, le domaine de George Washington, au sud du Washington d'aujourd'hui, en Virginie. On décide alors de conserver les bâtiments de Mount Vernon in the state he left them, as nearly as possible to what they were in George Washington's days. Fin de la citation. Les maisons historiques offrent une forte expérience immersive. Kenneth Hudson constate que site museums have a life and a reality about them which other types of museums cannot hope to approach. Néanmoins, les expositions en salle de musée chercheront à imiter les house museums grâce au dispositif des period rooms qui procurent des impressions similaires à celles vécues en pénétrant dans une maison historique in situ. Aux États-Unis, c'est à l'Essex Institute à Salem en 1907 que George Francis Dow installe les 3 premiers period rooms d'intérieur américains. Il s'agit donc de pièces reconstituées, réelles, à partir d'intérieur de la Nouvelle-Angleterre. Et il fait cela, comme c'est écrit, his aim was to give the visitor the impression they were peeking into scenes of everyday life in colonial New England. Fin de la citation. Il accentue d'ailleurs la référence aux occupants, par exemple en plaçant un journal et des lunettes sur la table, comme si quelqu'un venait de les déposer là. Et Dow intègre bientôt à ses period rooms des hôtesses en costume d'époque. Ces muséographies s'inspirent aussi des usages muséographiques qui avaient cours dans les grandes expositions universelles, celles par exemple de 1876 à Philadelphie ou celles tenues antérieurement même en Europe. Le dispositif period room se retrouvera aussi dans les musées d'art. Sally Duncan écrit « Not surprisingly, art museums began to get wind of the popularity of objects in house museum collections. Soon, a generation of men appropriated and adapted house museum installation practices. » Fin de la citation. Le period room, en tant que milieu de vie, appelle et rappelle ses occupants d'antan, ce que réussit aussi un autre dispositif plus léger, moins élaboré, qu'un théoricien, Mark Sandberg, appelle effigie spatiale évocatrice. Ici, quelques artefacts seulement tracent un espace au sein duquel quelqu'un d'absent prenait place. Je donne ici un exemple tiré d'une exposition au Grand Palais où on a installé chevalet et petits bancs, l'attirail d'un peintre qui a justement produit un des tableaux qui est sur le mur. Ou alors l'exemple au Grand Café à Oslo, la table qu'occupait Ibsen dans les années fin 19e siècle et qui est toujours réservée à son nom. Troisième facteur qui a influencé les muséographies d'histoire, et je vais aller vite ici, ce sont ce que j'appelle des environnements habités installés dans les expositions universelles. Arthur Azelius en particulier a présenté dès les années 67 à Paris ces tableaux de tradition populaire. On observe dans ces pavillons de la Suède et de la Norvège des niches dans lesquelles figurent des mannequins grandeur nature d'un réalisme total, habillés en costumes d'époque traditionnels norvégiens et suédois. Il s'agit de scènes donc populaires, la rencontre, la demande en mariage, etc., installées par Azelius. De retour dans son pays, Azelius, en Suède, installera dans son musée nordique, ouvert en 1873, des tableaux dans des period rooms, comme ceux qu'il avait présentés à Paris. L'un de ces tableaux, d'ailleurs,
reprend une scène de genre picturale célèbre dans le temps, The Little Girl's Last Bed, montrant une famille éperdue devant le décès d'un enfant qui est là sur son lit de mort. Azelius aussi ouvrira en 91 ce qui passe pour être le premier musée en plein air à Skansen. Et on retrouvera là animateur en costume. Il reprend ainsi la formule bien éprouvée des rues de villages nationaux des expositions universelles. Celles-ci ont en effet démontré l'efficacité des muséographies analogiques et immersives en aménageant des ensembles de bâtiments illustrant par exemple un village typique d'un pays ou une certaine époque de l'histoire. Alors, je montre simplement ici rapidement le village autrichien et le village russe reconstitué à Paris en 1867. En 89, il s'agissait d'une rue du Caire, ou alors de la reconstitution de la rue Saint-Antoine telle qu'elle était 100 ans auparavant en 1789, ou encore dans un autre coin de l'exposition, l'histoire de l'habitation humaine qui reprenait toutes les formes d'habitation dans une typologie, chaque type d'habitation étant peuplé de personnages d'époque avec costumes authentiques. D'autres exemples, même en 1900, on reconstitue le Paris médiéval, et puis le Paris en 1400, et puis un village andalou, un village suisse, etc. De telles présentations populaires concurrencent bien sûr ce que peuvent faire les musées d'histoire qui chercheront quand même à suivre le mouvement et à s'adapter. Dernier facteur à évoluer la muséographie d'histoire, c'est ce qu'on pourrait appeler la nouvelle culture visuelle, le design des vitrines. Les vitrines, avec l'industrialisation et l'urbanisation, montrent l'apparition d'une nouvelle culture visuelle commerciale qui s'étale dans les vitrines des grands magasins et transforme l'expérience des promeneurs urbains. Les designers commerciaux conçoivent des scènes de vie. In place of merely showing goods, stores were displaying tableaux and pictures. Et pour cela, ils utilisent bien sûr plusieurs mannequins, d'abord en cire, puis en plastique, en polyester et de d'autres matériaux. Les vitrines se font narratives et montrent goods in a living context. The windows began to tell an entertaining story and gave life to enchanting scenes. De telles pratiques interpellent les gens de musée et servent de leçons de mise en scène. Les directeurs de musée witness the power of advertisements, shop windows, and other colorful commercial theatrics in the street every day. Peu après 1900, l'on voit bien que plusieurs gens de musée consulted with department store designers, theater directors, magazine illustrators, and urged curators to use a more explicitly commercial look for educational purposes. Fin de la citation. Alors, que conclure de ce trop rapide survol historique des muséographies d'histoire? D'abord, que les modalités muséographiques de présence d'humains et d'animaux sont assez similaires. On les retrouve vivants, morts, simulés ou suggérés. Pour les humains, puisqu'ils produisent des objets de culture matérielle, on peut aussi les évoquer en faisant voir les artefacts qu'ils ont produits et les lieux qu'ils ont habités. Je dirais donc pour finir que j'ai décelé 7 modes de présence des corps utilisés dans les muséographies d'histoire et je terminerai en les donnant ici. D'abord, les corps absents des usagers d'origine. Ça peut être réussi en montrant de simples artefacts. Ici, par exemple, des souliers qui ont appartenu aux victimes de l'Holocauste. Ou alors parce que, avec Sam Burke, j'appellerais les effigies spatiales évocatrices,
quand un ensemble d'objets sont mis en scène de manière à ouvrir un espace d'occupation par quelqu'un. Donc, les corps absents des usagers d'origine. Deuxièmement, les corps hors champ. Les corps hors champ qui sont comme en déplacement ou en retrait quand on monte un pleasure room, mais sans ses occupants. L'exemple que je montre ici est tiré d'une exposition à l'American National Museum, Field to Factory, les corps hors champ. Troisième catégorie, modalité, les corps enregistrés, c'est-à-dire dont on a capté l'empreinte ou la trace enregistrée. Alors, bien sûr, cette fois-là, c'est par la photographie, par le film, par les procédés virtuels, bref, par toutes les formes d'écran. Des corps ont été captés et ont laissé une empreinte dans un médium que le musée reproduit. C'est ce que j'entends par les corps enregistrés. Quatrième modalité, les corps simulés. Eh bien là, il s'agit des life groups, des figures, des mannequins 3D, n'est-ce pas, des sculptures qui présentent des corps humains ou voire même d'animaux. Je montre ici des life groups d'Autochtones tirés de la salle Kathleen, ou alors, par exemple, la chambre de Marcel Proust, avec Marcel Proust étendu dans son lit au château de Breteuil. Cinquième modalité, les corps préservés, qu'on pourrait qualifier de corps en prolongation. Lorsque, par exemple, ils sont naturalisés ou lorsqu'ils sont momifiés ou par la plastination, n'est-ce pas, des corps se retrouvent carrément préservés dans l'espace expositionnel. Sixième modalité, les corps performants. Quand nous avons des corps en vie, en action, il s'agit alors, n'est-ce pas, d'informateurs témoins, d'animateurs acteurs ou alors d'animaux vivants, comme on peut les voir dans les zoos. Je montre ici quelques exemples de corps performants dans des expositions de diverses natures jusqu'à aujourd'hui, par exemple à Plymouth Plantation, où de réels autochtones rappellent le contact entre les premiers pilgrims et les autochtones. Enfin, il y aurait le corps au tombeau, le corps enseveli. Lorsqu'on expose carrément des cercueils, des tombes, lieux de sépulture, ou du moins des cénotaphes, qui sont, vous le savez, des monuments élevés à la mémoire d'un mort, mais sans présence d'un corps. Et d'ailleurs, des fois, on passe de l'un à l'autre. Par exemple, un bon exemple de cela, c'est la tombe de Rousseau dans le parc qui porte aujourd'hui son nom à Hermé-Longueville. Eh bien, le tombeau est aujourd'hui vide parce que les restes de Rousseau sont maintenant, depuis 1794, au Panthéon. Et donc, le cercueil, le monument, là, est devenu un cénotaphe. Alors voilà, j'ai pris peut-être un peu trop de temps. Je vous remercie de votre attention et je m'arrêterai là. Merci beaucoup.